Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement au ski, voilà, à la neige. On change du décor de Dubaï. Je voulais aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo YouTube, d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu la première vidéo qui était plus du coup format vlog à Dubaï, je vous invite à aller la regarder tout de suite. Je voulais vraiment cette fois-ci du coup un peu me poser, un peu plus voilà, discuter avec vous, vous partager mon parcours, un peu voilà qui je suis, vous donner un petit peu plus de détails sur ma vie, comment j'en suis arrivée là, comment j'ai réussi du coup à m'expatrier à Dubaï à 23 ans. Bon, je me suis posée du coup sur le canapé, regardez juste la vue que j'ai. Franchement, j'aime trop, c'est la première fois que je viens à la neige, donc première fois que je vois vraiment beaucoup de neige et j'adore cette vue. C'est tellement cocooning. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Philippine, j'ai 23 ans. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours scolaire parce que je pense que c'est intéressant de partir de là. Moi j'ai fait un bac ES et il faut savoir que jusqu'en terminale, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Pour moi c'était très abstrait. Sinon, durant tout mon parcours scolaire, moi j'ai jamais eu vraiment de difficultés à l'école. C'est vrai que parfois quand on entend des discours d'entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes du coup qui disent que l'école c'était pas fait pour eux, qu'ils avaient énormément de difficultés, etc., qu'ils n'y arrivaient pas, qu'ils savaient vraiment que l'école, ils pouvaient pas faire d'études après. Pour moi c'était vraiment tout le contraire dans le sens où j'ai toujours été une personne très sérieuse à l'école, j'ai toujours eu de très bonnes notes, j'ai toujours eu les félicitations à l'école. Pour moi c'était pas quelque chose de compliqué. J'ai eu mon bac ES très facilement. J'ai eu plus de 18 au bac pour vous dire. Mais pour autant, même si j'étais très bonne à l'école, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire après comme métier. Au final, après quelques recherches, etc., il y avait le métier d'orthophoniste qui me plaisait, qui cochait pas mal de cases. Donc juste après, j'ai fait une année de classe préparatoire pour préparer les concours, parce qu'à l'époque, du coup, il y avait des concours. Sauf que galère, au milieu de l'année, on nous annonce qu'il n'y aura plus de concours, alors que ça faisait des années qu'il y avait des concours, que maintenant, ça se ferait sur Parcoursup. Voilà, Parcoursup, c'est vraiment un trauma limite. Donc ce qui s'est passé à la première année, c'est que je n'ai pas été prise via Parcoursup. Comme il n'y avait plus de concours, il fallait que du coup j'aille plus dans une branche qui se rapproche du métier pour valoriser mon dossier sur Parcoursup l'année suivante, puisque je voulais quand même réessayer une deuxième fois d'être prise. Donc je suis partie en première année de licence sciences du langage, option langue des signes. Je me suis dit, oh bah tiens, je vais apprendre en même temps la langue des signes. Donc j'ai fait cette L1 que j'ai validée. Du coup, c'était la deuxième année que je tentais du coup d'être prise aux écoles du coup d'orthophonie via Parcoursup. Et la deuxième année, du coup, je n'ai encore pas été prise. Donc ça faisait la deuxième fois, deuxième échec. Je me suis vraiment pris un coup de massue parce que j'avais posé tellement d'espoir là-dessus. Je l'ai vraiment perçu à cette époque comme un échec. Et en fait, j'étais très frustrée parce que finalement, je ne savais pas ce qu'il fallait faire de plus. En fait, j'avais l'impression que la décision, enfin vraiment le résultat final, il ne dépendait pas de moi. J'ai beaucoup pleuré aussi pendant cette époque, forcément, parce que je l'ai vraiment ressenti comme un échec. Et surtout, je voyais autour de moi tous mes potes qui enchaînaient les années dans leurs études respectives, etc. Et c'était très perturbant, très frustrant de voir les autres avancer. Et moi, j'étais au niveau 0. Parce qu'à l'époque, c'était ce que je me disais dans ma tête. Je me disais, mais là, je suis au niveau 0, je suis même pas dans les études que je veux. Je me comparais beaucoup aux autres, beaucoup au chemin des autres. Du coup, à ce deuxième échec, j'ai continué le début du coup de ma L2, mais très rapidement, vers novembre, j'ai décidé d'arrêter tout simplement. Je suis remise beaucoup en question et c'est vrai qu'après ces deux refus, je me suis dit, et comme toujours en fait, moi je suis vraiment quelqu'un qui croit au destin et que tout arrive pour une raison. Je me suis dit, mais bon, Philippine, ça fait déjà 2 années consécutives que tu tentes. Peut-être que en fait c'est pas fait pour toi. Peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur qui t'attend ailleurs. Que voilà, c'est juste pas fait pour toi, que t'es pas voué à devenir orthophoniste et que c'est un signe de la vie, du destin, de tout ce que tu veux. Teste autre chose, c'est pas grave, réoriente-toi, fais autre chose, mais prends le temps vraiment de savoir ce que tu veux faire par la suite. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai stoppé mes études. J'ai commencé du coup à chercher un petit emploi, voilà, pour me laisser en fait le temps de savoir ce que je voulais faire, de si je voulais travailler par la suite, si je voulais me remettre dans les études. Et j'ai fini par trouver du coup un emploi, mon premier emploi vraiment salarié, donc un CDD, je pense de janvier jusqu'à août je crois, et j'étais téléconseillère. Téléconseillère, vraiment un des pires métiers je pense. Vous voyez les personnes qui vous appellent pour essayer de vous vendre des trucs, c'était moi. Voilà. J'ai fait ça pendant 6 mois. C'est vrai que ça m'a donné une vision du salariat pas ouf. Je me suis dit mais... Bon après c'était franchement un métier quand même chiant, t'étais devant l'ordinateur non-stop, assis, donc mal de dos, mal aux yeux avec les écrans, t'avais un casque sur les oreilles. J'ai fini mon CDD
de téléconseillère en juillet-août 2022. Pendant du coup ces 6 mois, je cherchais un peu quel métier je voudrais faire, quelles études si je voulais en reprendre, etc. Je suis tombée sur le métier de community manager. Dans les recherches, je captais que c'était un métier qui pourrait vraiment me plaire. Donc je me suis dit, go, vas-y, on part sur ça. Je suis renseignée et c'est vrai que pour moi, il était inimaginable de reprendre des études et de payer 6, 8, 10 000 euros une année dans les écoles de commerce, écoles de communication, etc. Ça c'était niette. C'est vrai que c'était une étape que je pensais obligatoire en fait quand on voulait accéder à des écoles de commerce. Je pensais qu'il fallait forcément payer pour rentrer dans les écoles parce que moi, au lycée, bon du coup j'ai fait mon parcours scolaire dans des écoles privées et c'est vrai qu'à la fin du lycée, tout le monde savait qu'ils allaient aller dans des écoles de commerce, etc. Leurs parents allaient leur payer des études comme ça et moi en fait dans ma tête, je m'étais dit que en fait école de commerce, école de com, je ne pourrais jamais parce que pour moi, il fallait forcément payer pour accéder à ces études. Au final, j'ai découvert qu'on pouvait très bien du coup aller dans ce genre d'école grâce à l'alternance. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc il fallait que je cherche une alternance. J'ai commencé à chercher pendant que j'étais encore du coup téléconseillère et en fait j'ai vite trouvé une annonce sur LinkedIn d'une alternance et quand je l'ai lue, je me suis dit c'est bon, c'est fait pour moi, ça va être l'alternance. En fait vraiment je vous jure, j'ai lu l'annonce et encore une fois pour moi c'est vraiment le destin, c'est-à-dire que et je savais que c'était l'alternance que j'allais faire. Rapidement, j'ai postulé pour l'offre, j'ai fait un premier entretien, un deuxième, ça s'est vraiment super bien passé. Et pour vous dire, je pense que c'était même à ce moment-là où j'ai commencé à me mettre à la manifestation. Vraiment, j'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à écrire, je me souviens, à l'encre rouge, je suis prise à l'alternance chez Didois. Vraiment, je suis community manager en alternance chez Didois, du coup, parce que l'entreprise où j'ai fait mon alternance, ça s'appelait Didois. Et je vous jure, je l'ai écrit au moins sur 50 lignes. Quelques jours plus tard, j'ai été prise première année de bachelor et ils m'ont prise alors qu'il y avait des cinquantaines de candidatures, des gens qui allaient rentrer en master, etc. dans des grandes écoles de communication, etc. Et ils m'ont prise moi. Vraiment, je vous jure, c'était le destin. Je savais que c'était fait pour moi. C'était vraiment le poste que je voulais parce que c'était community manager. Du coup, à cette époque, on est en septembre 2022. Je commence du coup mon alternance en tant que community manager. Et j'y suis restée du coup 2 ans. Normalement, je devais rester pendant tout mon bachelor parce qu'un bachelor du coup c'est 3 ans. Ces 2 années ont été juste incroyables. Je ne regrette pas du tout. C'est dans une entreprise incroyable, ils étaient trop sympas. Donc moi je gérais du coup les comptes Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook, enfin vraiment tous leurs réseaux sociaux. Quand je suis arrivée, le compte Insta avait 70 000 abonnés, donc déjà une bonne base. Et au bout de 2 ans du coup en tant que community manager, le compte est passé à 345 000 abonnés. C'est juste incroyable. Le compte TikTok, lui, il était parti de 0 et on a réussi à créer une communauté de genre 100 000 abonnés, même si c'était pas la priorité. La priorité c'était vraiment Instagram. Je crois que déjà en juillet on était à 200 000 et moi je m'étais vraiment dit ok, avant que je parte je veux atteindre les 200 000 abonnés. C'est arrivé plus tôt que prévu du coup en juillet et après on a pété les scores et on a gagné genre plus de 140 000 abonnés après en 2 mois, ce qui est juste incroyable encore une fois. Des résultats de fou et moi j'ai kiffé tout le long, vraiment créer du contenu pour leur réseau, c'était hyper enrichissant, j'avais beaucoup de liberté sur les contenus, je pouvais tester pas mal de formats, la communauté était hyper bienveillante. Mes journées c'était juste de créer des activités manuelles, créer des vidéos, donc c'est là aussi où j'ai un peu upgrade du coup mes skills en montage vidéo. Je faisais aussi beaucoup de stories en facecam, etc. Donc c'est aussi grâce à cette expérience que j'ai un peu du coup upgrade mes skills en facecam, le fait de parler du coup devant la caméra. Ça m'a rendu de plus en plus à l'aise. Forcément il y a la pratique qui joue, hein. Mes premières facecam elles étaient pas ouf. Au final à la fin, j'étais hyper naturelle, comme là par exemple je parle devant la caméra. Mais en tout cas ces 2 années étaient hyper enrichissantes. J'ai trop kiffé ces 2 ans d'alternance. C'est pendant mon alternance que j'ai commencé du coup mon activité en ligne en tant que freelance. J'ai découvert l'UGC tout simplement sur TikTok, je pense en fin 2022. Et directement je me suis dit c'est bon, c'est l'activité en ligne qu'il me faut. Et ça correspondait exactement à ce que j'aimais faire. Personnellement j'ai toujours été quelqu'un qui rêvait de recevoir des produits, de collaborer avec de grandes marques comme les influenceuses. Et là du coup de voir que c'était possible de collaborer avec des marques, de créer du contenu vidéo, ce qui est également ma passion, de créer du contenu et d'être rémunérée, je trouvais juste ça incroyable et je m'y suis mise alors tout de suite. Je pensais que pour collaborer avec de grandes marques il fallait forcément être une grande influenceuse, avoir énormément d'abonnés, etc. Bon, du coup je parle d'UGC, mais pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est l'UGC, ça veut dire User Generated Content, donc contenu généré par l'utilisateur en français. Et c'est tout simplement lorsque les marques vont faire appel à des créateurs de contenu, donc pas des gros influenceurs, mais donc vraiment des créateurs de contenu un peu lambda, voilà. Donc ces marques-là vont faire appel à des créateurs de contenu pour leur créer du contenu vidéo et photo, mais majoritairement vidéo, qui mettent en avant du coup leurs produits et services. Les créateurs de contenu créent les vidéos avec les
produit, l'envoie à la marque ensuite, donc ne poste pas sur ses propres réseaux, vu qu'il n'y a pas besoin d'abonnés pour faire ce métier-là. La marque va ensuite utiliser ses contenus majoritairement pour ses campagnes en ads, donc sur Meta, sur TikTok, ou alors pour alimenter ses réseaux sociaux en organique. J'ai créé ma micro-entreprise en janvier 2023. Je vous avoue que les débuts dans l'UGC étaient un peu compliqués. À cette époque, il n'y avait pas du tout de formation, ça venait d'arriver en France. Donc moi, je me formais majoritairement avec ce que je voyais chez les créatrices américaines. Comme j'ai commencé seule, forcément, j'ai perdu énormément de temps sur des tâches qui étaient franchement pas importantes. J'ai fait énormément d'erreurs aussi. Franchement, ma première vidéo UGC était catastrophique. Je pense qu'il faudrait un jour que je vous montre pour voir un petit peu l'avant-après. Mais la structure vidéo n'allait pas du tout. La qualité visuelle, sonore, tout ce que vous voulez, c'était éclaté. La facecam était vraiment nulle. Ça se voyait que c'était lu, que c'était scripté, que c'était pas du tout naturel. J'ai commencé à collaborer avec les premières marques et petit à petit, j'ai commencé à faire des petits mois, 300, 500, 800 euros de chiffre d'affaires. Et tout s'est enchaîné. À la fin de l'année, j'arrivais à générer du coup mes premiers 2000 euros par mois. Moi, c'était un seuil symbolique, les 2000 euros, donc j'étais super fière de moi. Et j'ai surtout réussi après à continuer de générer 2000 euros avec l'UGC, du coup chaque mois, donc avec des contrats long terme avec certains clients, ce qui m'a permis du coup d'avoir des revenus stables et réguliers surtout, et c'est ce qu'on veut. Ensuite, dans mon aventure UGC, ce qui a, je pense, marqué un tournant, c'est que j'ai réussi à décrocher une collab long terme avec Aven. Ça, c'était vraiment la première grosse marque du coup qui m'a fait confiance. En plus, c'était la marque directement qui est venue à moi. Du coup, c'était une collab sur 6 mois. Donc, c'était mon premier gros contrat UGC à plusieurs chiffres. Du coup, un mois après, du coup, j'ai décroché mes premiers contrats avec Sephora France, via du coup l'agence Chaser, qui est une agence avec laquelle j'ai aussi pu travailler en tant que créative stratégiste, où là j'ai pu un peu piloter les campagnes UGC pour leurs clients, qui m'a donné un petit peu aussi la casquette dans l'agence, de voir un peu comment ça se passe les collaborations avec les clients et plus en tant vraiment que juste créateur de contenu. Bref, je m'éloigne un peu, mais pour vous dire que toutes les opportunités après se sont enchaînées. J'ai aussi proposé par la suite à des clients UGC du coup récurrents de leur proposer des services en community management. J'ai pu aussi travailler avec des marques pour leur écrire des scripts UGC, pour piloter un peu les campagnes UGC. Il y a des moments, j'étais plus vraiment dans la partie opérationnelle en tant que dans la création pure, mais j'étais plus dans la partie stratégique, écriture de script, idéation, concept, toute cette partie-là qui est vachement cool aussi. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans l'UGC, dans la création de contenu, j'ai décidé en janvier 2025 d'accompagner et d'aider du coup 5 personnes à se lancer dans l'UGC. J'ai créé un formulaire du coup pour ça, pour sélectionner les personnes les plus motivées, les personnes que j'aiderai du coup à atteindre leur objectif. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes vraiment déterminé à faire de votre année 2025 la meilleure possible et commencer vraiment à lancer une première activité en ligne, je vous invite à remplir le formulaire qui est en description. En commençant mon activité en ligne et en voyant vraiment les résultats que je commençais à avoir, même lorsque je générais que 500 euros, ce qui était énorme pour moi à l'époque, j'ai rapidement compris que je pouvais faire beaucoup plus en fait. Au fur et à mesure, en fait, je savais que je voulais pas rester dans le salariat. Personnellement, ce qui m'a poussée à entreprendre, c'est pas parce que j'avais eu une expérience mauvaise ou une entreprise toxique dans le salariat. Moi, vraiment, ce qui me drivait et ce qui me drive toujours, ce qui me donne des frissons, c'est d'être libre. Pouvoir voyager quand je veux, ne pas rendre de compte à un patron, travailler dans le canapé si je veux, ou même travailler avec des collaborateurs que je choisis. Pour tout vous dire, étant jeune, j'ai toujours eu ce truc en moi, cette flamme qui a toujours voulu en fait voyager. J'ai pas énormément voyagé quand j'étais jeune. Quand je partais en vacances, on allait souvent dans le sud faire du camping. Et attention, c'était déjà très bien et je m'estime hyper reconnaissante d'avoir pu partir 2 semaines par an au camping avec mes parents et je les remercie du fond du cœur. Mais au fond, je vous avoue que j'étais un petit peu frustrée en moi parce que j'ai toujours eu du coup envie de voyager, de partir loin, découvrir le monde, les différentes cultures, etc. En grandissant, j'ai compris que pour pouvoir réaliser ce rêve, il fallait forcément de l'argent mais aussi du temps. Et j'ai vite compris qu'en restant salariée, j'arriverais jamais à atteindre ce goal en fait. Je savais déjà qu'à la fin de mes études, à la fin de mon alternance, je ne signerais pas un CDI. Je voulais vraiment travailler pour moi, être ma propre patronne. Il y a plusieurs mois où je générais de manière récurrente, vraiment tous les mois, plus de 2000 euros de chiffre d'affaires.
qui était énorme. Je commence à me rendre compte qu'en fait j'atteins un plafond de verre parce que étant en contrat 39 heures en alternance et en ayant les cours avec, j'arrivais pas à générer plus, même si j'augmentais mes prix, j'essayais d'upsell mes offres, etc. J'arrivais à un plafond de verre parce que bah voilà, en tant que freelance, t'échanges ton temps contre de l'argent et j'avais pas plus de temps, je pouvais pas me créer encore plus de temps. Moi j'étais passionnée par ce que je faisais, je voyais que j'avais de plus en plus d'opportunités, de grandes marques comme Aven, Sephora, et il y a eu bien sûr des opportunités que j'ai ratées parce que je manquais de temps, parce que j'étais pas freelance à temps plein. Au bout d'un moment, c'est posé la question de pourquoi je continue. Pourquoi je continue? Il me restait encore un an du coup de bachelor pour valider mon bachelor. Je me suis dit mais pourquoi attendre? Je vais encore me limiter, je vais peut-être passer à côté de grosses opportunités. Je générais déjà plus de 2000-2500 euros de chiffre d'affaires par mois. Clairement, si je signais un CDI après dans mon alternance, je ne gagnerais même pas ça. Surtout que bon, au final, les études, ça m'a pas apporté grand chose. Tout ce que j'ai appris, franchement, je l'ai appris grâce à mon activité en ligne. J'ai aussi énormément appris pendant mon alternance, forcément. Pour moi, les études, surtout les études en communication marketing, pour moi c'est un peu bullshit. Si tu fais pas les grandes écoles, pour moi, je vais pas dire que ça sert à rien, mais c'est un peu bullshit, voilà. Et puis franchement, quand on voit que certains font un bac+5 pour au final sortir avec un SMIC, moi je trouve plutôt que c'est ça le vrai scam. Je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter les études, loin de là, vraiment je vous partage mon expérience personnelle. Je dis au pire, vraiment au pire des cas, si après on a l'activité de freelance, d'activité en ligne, ça ne marche pas, je rechercherai un boulot. C'est vraiment pas un bout de papier, un diplôme qui allait faire la différence. Et moi je crois beaucoup plus en les expériences, donc c'est ce que je valoriserai si jamais voilà ça m'arrive, mais encore une fois je ne me le souhaite pas. La communication, le marketing c'est bouché, donc forcément ce que tu peux valoriser c'est l'expérience. Donc un bout de papier, un diplôme, un bac+5, un bac+3, en fait tout le monde l'a, donc ce que tu peux valoriser c'est juste ton expérience, ta personnalité, voilà, ton charisme, tout ce que tu veux. Si je peux vous donner un conseil, vraiment faites les choses pour vous. La vie des gens c'est vraiment la vie des gens. Vous-même savez ce qui est bon pour vous, écoutez votre cœur et aussi suivez un peu votre instinct. Pour moi, l'UGC, c'est une des meilleures opportunités business, une des meilleures activités en ligne que vous pouvez lancer en 2025. Si vous êtes passionné par les réseaux sociaux, que vous aimez créer du contenu, que vous êtes à l'affût des tendances sur les réseaux sociaux, que vraiment vous kiffez la création de contenu. Parce qu'en 2024, il y a eu énormément d'entreprises qui se sont mis à l'UGC dans leur stratégie social media. Et en 2025, ça va continuer de péter. Les entreprises qui s'y sont mis en 2024, elles vont continuer de le faire en 2025. Il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus d'agences qui cherchent des créateurs à droite, à gauche et tout. Et c'est surtout un format qui convertit, donc les marques en ont besoin. Surtout que maintenant, il y a énormément de domaines, de secteurs d'activité qui sont représentés et qui ont besoin justement de créateurs UGC. Ça se limite pas du tout qu'à des marques un peu de beauté, skincare, make-up. Loin de là, vous avez de tout, vraiment food, applications, jeux de société, les animaux, la parentalité, enfin vraiment toutes les marques auraient besoin de créateurs UGC. C'est aussi une des meilleures opportunités parce que vous pouvez littéralement commencer depuis chez vous, même si vous avez un travail à temps plein à côté, même si vous êtes encore en études comme moi à mes débuts, même si vous avez une vie de famille, vous faites vraiment ça quand vous voulez, durant votre temps libre. Donc 2025 c'est vraiment l'année pour se lancer dans l'UGC. Voilà, bon j'espère que ce petit format vous aura plu et que vous en aurez appris davantage sur ma personne, sur mon histoire. Pour moi c'était important de faire cette petite vidéo pour vraiment que vous compreniez qui je suis, qu'on se connaisse un petit peu mieux vous et moi. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.